Mamadou Diallo. Le juge rejette la grâce présidentielle et confirme sa condamnation à 5 ans de prison. Son co-accusé Bara Sylla va faire son septennat en prison. Plus de détails dans un instant. Du nouveau dans l'affaire Mamadou Barry, victime d'agression mortelle à Rouen, en France. Aussitôt arrêté, le suspect est admis en service psychiatrique. La communauté africaine à Rouen prévoit une marche blanche vendredi. On vous explique tout dans un instant. Rufisque 2, déshydraté, voilà des mois que ça dure. Les populations ont toutes les peines du monde pour trouver de l'eau. Vous le verrez, à quelques jets de pierre de Dakar, un robinet qui coule et presque un événement reportage à suivre. Et puis retour sur l'allègre comeback des Lions au Sénégal, accueilli avec presque tous les honneurs. Quel est le vrai message que le public a voulu transmettre aux Lions ? Quelles sont les raisons du capital sympathie des Lions auprès des supporters ? S'agit-il d'un effet Poulidor ? Nous avons donné la parole à un sociologue. Explication dans ce journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. D'abord, direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où on nous annonce une visite mouvementée de Sadio Mané. Nous avons en ligne Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors, qu'en est-il de ces jeux chauffourés là-bas du côté de l'UCAD, Ibrahima? Vous l'avez dit, Chérif, une visite plus que mouvementée. Mais juste, il faut dire que la tension et que présentement le calme est un peu revenu. Mais jusque-là, impossible pour Sadio Mané de sortir des locaux de la direction du centre des œuvres universitaires de Dakar pour des raisons sécuritaires. Il est présentement dans le bureau du directeur général du cours, M. Abdoulaye Sow, avec qui il s'est entretenu à son arrivée. Mais devant la dite direction et aux alentours, impossible de se frayer un chemin, un monde fou scandant le nom du sociétaire de Liverpool. Rappelons que la tension était palpable au début, Chérif, avec des jets de pierre occasionnant des blessés aussi bien côté étudiant que côté presse. Deux consoeurs, l'une reporter de la 2STV et l'autre de la TFM, ont été victimes des bousculades et des jets de pierre. Il y a eu plusieurs blessés ici à l'université Cheikh Anta Diop à l'occasion de cette visite de Sadio Mané. Mais il faut dire, Chérif, que le dispositif sécuritaire laisse un peu à désirer, puisque, vu cette foule énorme, Chérif, nous ne comptons que près d'une dizaine d'agents de sécurité pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui sont là présentement à l'université à l'occasion de cette visite de Sadio Mané juste après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Ibrahima, nous ne manquerons pas de revenir vers vous avant la fin de cette édition. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la Cour d'appel de Thiès qui a donné son verdict sur l'affaire des faux médicaments de Touba Belel. Bara Sylla condamné à 7 ans de prison, Mamadou Diallo sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Suivons les réactions de Maître Khassimou Touré, interrogé par notre équipe du côté de Thiès. Il est l'avocat de Bara Sylla. La décision qui a été rendue est une décision malheureuse dans laquelle un Sénégalais bon teint a été condamné alors qu'un étranger qui aurait joué un rôle actif dans la commission et dans la réalisation de l'infraction a été exfiltré de la procédure. Il nous reste des voies de recours et après réflexion, nous allons essayer de les emprunter. C'est par exemple la voie de la cassation. Je voudrais simplement revenir sur notre demande qu'on avait formulée dès le début, que le stock de médicaments qui a fait l'objet de saisie soit incinéré publiquement et que les produits soient là dans leur intégralité et que chaque boîte aussi soit retirée dans son intégrité, que tout le stock soit incinéré. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Commerce avait décidé dès le début de procéder à l'incinération du stock. Mais pour des questions de procédure, on a voulu attendre la fin du procès. Maintenant qu'on y est arrivé au terme, on demande que tout le stock soit incinéré publiquement et qu'on sache qu'il n'y a plus de danger à Diourbel de ces médicaments.
Puis toujours dans cette affaire, la Cour d'appel de Thiès a lancé un mandat d'arrêt contre Mamadou Ouri Diallo et rejette la grâce présidentielle. Ce dernier est aussi condamné à 5 ans de prison ferme. Petite jubilation pour la partie civile Aminata Marisso. L'affaire est loin de connaître son épilogue. Mamadou Ouri Diallo et Bara Sylla, cités dans les faux médicaments de Touba Belel, restent dans les liens de la détention. C'est du moins la décision de la Cour d'appel de Thiès. La Cour d'appel a estimé que la grâce accordée à Mamadou Ouri Diallo n'était pas conforme aux règles de droit et a complètement écarté le décret de grâce. Et Mamadou Ouri Diallo a été jugé, condamné à 5 ans, mais plus sérieusement encore, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Conséquence, le décret de grâce présidentielle est tout simplement écarté par le juge Souleymane Teliko. Pour Bara Sylla, la Cour d'appel a confirmé la peine de 7 ans de prison pour le trafic des faux médicaments. C'est dire donc que nous sommes satisfaits, mais nous n'avons gagné qu'une bataille. Maître Abdoulaye Babou, satisfait, rappelle les différentes conventions pour que le mandat d'arrêt contre Mamadou Ouri Diallo puisse prospérer. Le Sénégal a signé des conventions avec d'autres pays, c'est tout. Donc le mandat d'arrêt contre Mamadou Ouri Diallo peut bien prospérer. On peut l'arrêter là où il se trouve. On présume qu'il est en Guinée, parce qu'on dit qu'il est rentré en Guinée. Encore même qu'il a de la famille à Kaolack. Donc, s'il met les pieds au Sénégal, on l'arrêtera. Mais même nous, on peut demander la possibilité d'exéquaturer la décision d'appel pour le faire arrêter en Guinée. L'affaire des faux médicaments de Touba Belel remonte à novembre 2017. Une importante saisie d'une valeur d'1 milliard de francs CFA avait soulevé la colère des pharmaciens du Sénégal. Merci Amina. Les membres du mouvement Frappe France Dégage sont furibonds après l'incarcération de Guy Marius Sagna. Le leader de ce mouvement est placé sous mandat de dépôt pour fausse alerte au terrorisme. Pour son avocat, cette infraction est tout simplement chimérique. Maïmouna Diaye et Pape Sango Dembaye. Après 2 posts sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna est entendu pour une première fois. Aucune infraction n'est retenue. Pour son 3e poste, le membre de Frappe France Dégage est arrêté et placé sous mandat de dépôt pour le délit de fausse alerte. Pour ses collègues, sa détention est arbitraire. On a d'abord cherché à l'incriminer concernant ces 2 postes. Malheureusement, il n'avait pas d'infraction. A beau chercher pendant 72 heures, là, ils ont trouvé une accusation simple qui ne se base sur rien en l'accusant de terrorisme. Si réellement l'accusation est fondée, ils devaient arrêter les membres de Frappe France Dégage. Son avocat aussi conteste. La fausse alerte suppose que vous donnez une information fausse. Une analyse, un commentaire, une opinion, ce n'est pas de l'information. Nous parlons bien français, nous parlons droit. Les membres de France Dégage qui ont tenu cette conférence de presse et qui a fait l'objet d'un poste de Guy Marius Sagna ne donnent aucune information fausse. À partir de ce moment-là, le délit qui est visé, en l'espèce, n'existe pas. Le dossier de Guy Marius Sagna en instruction, là également, Maître Moussa Sarr y décèle un vice de forme. Quelle est l'opportunité d'ouvrir une information judiciaire qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois? Si on estime que le poste qui est dans le réseau est constitutif d'une quelconque infraction, pourquoi ne pas envoyer le dossier en flagrant délit pour qu'il soit jugé immédiatement? Donc il n'y a aucune raison d'ouvrir une information judiciaire pour enquêter. On va enquêter sur quoi? Le poste, il est là. Si Maître Moussa Sarr ne voit pas la nécessité d'enquêter, ses membres de Frappe France Dégage décident à leur tour de faire bloc avec la société civile pour sa libération. Et puis du nouveau dans l'enquête suite à l'agression de Mamadou Barry, l'agression mortelle de l'universitaire guinéen. Le principal suspect arrêté ce lundi est présentement admis en service psychiatrique. L'annonce est du procureur de Rouen qui évoque des raisons médicales. L'homme est français mais d'origine turque et non algérienne comme cela a été pu avancer précédemment.
Et puis, une marche blanche sera organisée vendredi après-midi à Rouen. L'assassinat de Mamadou Barry a ému toute la communauté africaine et la communauté universitaire. Vous le savez, le défunt était enseignant-chercheur à l'université de Rouen. Suivons un des initiateurs de cette marche blanche prévue vendredi, Adama Sadio, ami du défunt, au téléphone avec Chérif Dia. Mamoudou, nous avons partagé le même laboratoire, donc le Centre universitaire d'études rouennaises juridiques. Et nous avons partagé le même bureau. Il était enseignant-chercheur à l'université de Rouen et a fait donc beaucoup de communication d'ailleurs dans le monde, notamment en Chine et au Sénégal, où il a participé en 2016 au Forum de Dakar. Il n'a jamais caché son envie de mettre donc ses compétences au service du Sénégal en vue de contribuer à son développement. Pour dénoncer cet acte barbare, raciste et la haine de l'autre, une marche blanche sera organisée ce vendredi 26 juillet à Rouen dans l'après-midi et nous espérons et invitons les présidents Emmanuel Macron, Alpha Condé et Macky Sall ainsi que les représentations diplomatiques des pays africains à venir, qu'ils viendront tous marcher aux côtés de la famille Epolorin, aux côtés de la femme de Mamoudou, aux côtés de la communauté scientifique française et africaine, aux côtés des citoyens et citoyennes françaises, aux côtés des associations des diasporas africaines et des associations de droits de l'homme pour honorer la mémoire de ces dignes fils de l'Afrique afin que de tels actes ne puissent jamais se reproduire. Nous voulons un monde juste, un monde tolérant, un monde où la dignité humaine sera respectée. Comment freiner le rythme effréné des accidents de la route? Avec 3 morts tous les 2 jours, il est plus qu'urgent de ralentir la cadence sécurité routière. Bilan et perspective, c'est le thème de l'atelier de concertation sur la sécurité routière organisé par le ministère de tutelle. Koumba Amatlo et Zara Diagne. 550 décès enregistrés par an. Le ministre des Transports terrestres tire la sonnette d'alarme et parle de responsabilités partagées. Des engagements ont été pris. Des actions ont été mises en œuvre. Le bilan qui a été fait ce matin sur la sécurité routière montre effectivement des faiblesses dans la prise en charge de certaines actions, des insuffisances qu'il faudrait améliorer, mais aussi, bien sûr, une évaluation de tout ce qui a été fait dans le cadre de cette décennie de lutte contre l'insécurité routière. Nous sommes conscients de ce fléau. Nous avons des statistiques qui indiquent que nous enregistrons plus de 550 décès liés aux accidents de la circulation, plusieurs milliers de blessés. Et ce qui est le plus grave, c'est que ces victimes d'accidents de la circulation constituent une part majeure, pour ne pas dire importante, de la population active du Sénégal. Même son de cloche du côté du directeur du CETUD. Pour Thierno Birahim Aw, l'insécurité galopante est surtout liée au comportement. Les véhicules, les infras, le comportement, vous l'avez vu, il s'agira principalement de moderniser l'administration des transports routiers à travers le projet de numérisation et de sécurisation des titres de transport, mais aussi renforcer vraiment la gouvernance, la formation et l'éducation routière de l'école primaire. Pour une meilleure sécurisation des routes, les autorités n'excluent pas de durcir les sanctions. À être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus présents dans la sensibilisation, dans la formation, mais aussi dans les actions de répression. Ce qui devrait nous conduire à très certainement revoir la législation et la réglementation sur la sécurité routière, la renforcer. Renforcer le rôle de la police et de la gendarmerie en termes de présence, renforcer le rôle des acteurs du ministère en termes de sensibilisation, de veille, mais surtout aussi sensibiliser les chauffeurs. 3 morts tous les 2 jours, autant de vies compromises par la route, une situation à laquelle autorités et transporteurs veulent mettre fin. Merci Koumba. Et aussi bizarre que cela peut paraître, le débat de la promotion de l'homosexualité au Sénégal s'est invité à cette rencontre. Vous l'avez peut-être remarqué sur les nouveaux permis numérisés, le mot genre remplace le mot sexe. Alors d'aucuns y voient une porte entre-ouverte pour l'homosexualité au Sénégal. Pas de panique, il n'y a rien d'alarmant selon le ministre Oumar Youm.
c'est les hommes et les femmes. C'est ce qu'on appelle le genre ici. Donc il n'y a pas une troisième catégorie devant permettre de soupçonner ou de considérer qu'on prévoit d'inscrire sur les actes d'état civil ou sur les permis de conduire une mention autre que le genre masculin ou féminin. Donc vraiment, je voulais rassurer les Sénégalais. Le président de la République a été très clair sur ces questions d'homosexualité. Le Sénégal n'a pas une législation en l'état qui permet d'admettre l'homosexualité. Notre régime juridique ne le permet pas. Et notre culture, notre civilisation, nos valeurs sociales, sociétales ne permettent pas cela. Donc maintenant, ceux qui sont les porteurs de cette réflexion, ils sont peut-être en retard d'un siècle. Depuis très longtemps, on ne parle plus de sexe parce que c'est vulgaire, on parle de genre. Une semaine après le décès du président Ousmane Tanor Dieng, c'est toujours le recueillement à la maison du Parti socialiste. Les militants affluent de partout pour signer le livre d'or. Nous y étions ce matin. C'est un reportage de Maguette Souare Diallo et Pape Sango Dembaye. L'ambassadeur de la Palestine, le dernier à écrire sur le livre de condoléances destiné à feu Ousmane Tanor Dieng, au siège du Parti socialiste. Déjà, au 3e livre est ouvert. Extrêmement positif, satisfaisant et qui nous rend davantage fiers de l'homme que nous avons connu, Ousmane Tanor Dieng. Et du simple citoyen au simple militant, nous avons ici accueilli des ambassadeurs, des responsables de partis, des compatriotes de la société civile, des Sénégalais lambda qui, à travers les témoignages, viennent de se rendre compte de l'immensité de la perte que nous venons de subir avec la disparition de cet homme. Depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, on peut compter une centaine de signatures. Les livres resteront ouverts, précise le secrétaire permanent du parti, et cela pour un bon moment. On n'a pas encore déterminé une date exacte puisque nous sommes encore en plein dans le deuil. Et c'est le parti qui, je pense que nous allons le laisser comme ça ouvert pendant encore des jours et des jours, puisque c'est la volonté de nos camarades aussi. On a beaucoup de camarades qui souhaiteraient également signer le livre de condoléances et nous le restons ouvert encore et nous n'avons pas encore déterminé une date à laquelle on va fermer cela. Une semaine après la disparition de OTD, ces livres qui rendent hommage au défunt secrétaire général du PS seront éternellement conservés à la maison du parti. Merci Maguette. Et puis justement, comment faire pour que la disparition de Ousmane Tanor Dieng ne soit pas le requiem du Parti socialiste? En attendant le prochain congrès du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, en sa qualité de secrétaire générale adjointe, assurera l'intérim comme le stipulent les textes du parti. Seulement, d'autres membres du PS avancent l'idée d'une convocation du secrétariat exécutif afin de discuter de l'après-Tanor. Ce qui est sûr, entre les partisans de Khalifa Sall et les membres du PS authentique, la question risque de soulever la poussière. Alassane Ba et Zahra Diagne. Après les condoléances, la question qui fait l'actualité, la succession de Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye, désigné, Jean-Baptiste Diouf ne veut pas commenter. Tout doit se discuter au sein des instances. Je pense qu'il y a déjà la plus haute instance qui est le secrétariat exécutif. Nous devons au moins nous retrouver pour discuter de cela et voir un peu ce que disent les textes du parti. Si c'est la volonté de Tanor qu'il a exprimée au président de la République, la moindre des choses aurait été que le président de la République convoqua les membres du secrétariat exécutif pour leur livrer le message délivré par le feu Ousmane Tanor Dieng. Je crois que c'est comme ça qu'il faut procéder. Bon, sinon, nous devons nous retrouver dans nos instances et parler, parce que c'est un intérim. Des défis qui attendent le parti, des retrouvailles, une volonté de feu Tanor. Tanor l'a exprimé. Nous tous, nous l'avons accepté et on a soutenu Tanor dans cette quête de retrouvailles. Khalifa a toujours déclaré, je l'ai lu, je l'ai entendu, qu'il n'a jamais quitté le Parti socialiste. Il est dans les liens de la détention, peut-être c'est la raison pour laquelle il ne se présente pas au niveau de la maison du parti. Bon, je pense qu'on se retrouvera, je l'espère.
Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, ne veut pas pour le moment aborder les questions politiques relatives au Parti socialiste. Pour nous, l'heure est actuellement au recueillement. Le plus important, c'est d'accompagner la famille et continuer à élever des prières pour le repos de l'âme du défunt. Pour Serigne Baïtiam, il n'y a pas de vacances du poste de secrétaire général du Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye va dérouler jusqu'à la tenue du prochain congrès, mais ce qui est sûr, cette question de succession fera l'objet d'une profonde discussion. Merci Alassane. Rufisque 2, assoiffé depuis plusieurs mois, les habitants de cette zone vivent de sérieuses difficultés de manque d'eau. Là-bas, vous allez le voir, un robinet qui coule, c'est presque un événement. C'est un reportage de Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Rufisque 2, série E, dans cette partie de la vieille ville, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau. Depuis des mois, l'eau ne coule plus des robinets, selon ces populations qui ne savent plus à quel sien se vouer. Un père de famille, tous les matins, vous allez chercher de l'eau. Vous faites 700, 800 mètres, voire 1 kilomètre pour acheter là-bas de l'eau, des bouteilles d'eau, des fûts d'eau. Vous les mettez par charrette pour les faire venir chez vous. Vous payez moyennant 1500 francs journalièrement. Et donc ça, je dis que c'est un budget. Ça ne peut pas se concevoir. Tout le monde sait que l'eau, elle est la source de vie. Sans eau, on ne peut rien faire dans les maisons. Donc on prie vraiment le gouvernement pour qu'il nous vienne en aide. Parce qu'on est vraiment fatigués. Pourtant, ce ne sont pas des démarches qui manquent pour trouver des solutions à ce long calvaire. On ne connaît que la SDE et la SONES, qui sont les entreprises qui font l'eau, je veux dire. Donc on a eu à les contacter, mais jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. À chaque fois, on nous demande de rentrer et qu'ils vont essayer de régler le problème, de résoudre le problème. Mais jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Raison pour laquelle aujourd'hui, on est sorti pour voir la presse et essayer d'exprimer notre besoin via la presse pour qu'on ait gain de cause. S'il vous plaît, donc on vous demande de nous venir en aide parce que là, vraiment, comme on dit, on en a ras-le-bol. Au-delà de leur cri de cœur, ces populations de Rufisque 2 n'excluent pas de battre le macadam pour exiger le retour de l'eau dans les meilleurs délais. Merci Ousseynou. La municipalité de Keur Momar Sarr à l'assaut des déchets en provenance du marché hebdomadaire de la localité. En effet, ce plus grand Louma dans le département de Louga cohabite avec le lac de Guerre qui constitue un dépotoir d'ordures pour les commerçants. Pour faire face à cette situation, la mairie a initié un programme de lutte contre la prolifération des déchets pour protéger les eaux du lac menacé de pollution. C'est un reportage de Tchernofal du côté de Louga. La prolifération des ordures en provenance du marché de Keur Momar Sarr qui cohabite avec le lac de Guerre préoccupe beaucoup les autorités municipales de la ville. Le marché hebdomadaire de Keur Momar Sarr, c'est un marché à dimension nationale. Il y a toutes les régions du Sénégal qui convergent vers Keur Momar Sarr. Et c'est difficile de maintenir le marché toujours propre. Les populations déversent des déchets au niveau du lac. Ça, c'est pas sain, c'est pas bon pour la population. Donc il faut mettre les moyens, il faut des mesures préventives, des mesures d'accompagnement pour vraiment préserver l'environnement sain. Pour faire face à cette situation, la municipalité a décidé d'agir. Ainsi, un programme de lutte contre les ordures a été initié. C'est dans ce cadre qu'une opération de nettoiement a été effectuée dans la commune. Eiffage a déployé de gros moyens. Vous voyez les tracteurs là, les bulles et tout ça. Depuis ce matin, ils sont là pour enlever les ordures, pour assainir le milieu, pour aider les populations à pousser un souffle de soulagement pour rendre Keur Momar Sarr propre. Dans cette lutte, la municipalité a obtenu un grand soutien des partenaires qui sont venus accompagner les populations pour nettoyer le marché et les abords du lac. L'entreprise Eiffage est revenue sur un partenariat qui porte surtout sur la dépollution même de ce lac de Guerre, sur le nettoiement du marché. Donc c'est ce qui a amené aujourd'hui que Eiffage ait entamé avec honneur les activités que vous êtes en train de voir au niveau du marché. Le marché de Keur Momar Sarr abrite chaque samedi le plus grand louma du département de Louga. Pour le maintenir toujours propre, la municipalité a mis en place un comité de surveillance et de suivi qui a la charge de veiller à la propreté du site.
ECO fait son bonhomme de chemin. Les dirigeants de la CEDEAO ont formellement adopté le nom d'ECO pour le projet de monnaie unique dont ils souhaitent la création dès 2020. La faisabilité du projet reste conditionnée à des critères dits de convergence auxquels les 15 devraient se former. Quel est l'esprit du projet? C'est un récit de Daniel Diouf. D'ici un an, les habitants de la CEDEAO devraient tous payer avec la même monnaie. À Abidjan, les chefs d'État et de gouvernement des 15 pays qui composent l'organisation ont adopté officiellement le nom d'ECO pour ce projet de monnaie unique. L'ECO a été adopté comme le nom de cette monnaie unique par les 15 dans une déclaration commune. Ce nom avait été déjà évoqué à l'occasion d'une rencontre du comité interministériel des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la zone CEDEAO. C'était mi-juin à Abidjan. Il avait également été évoqué la date de juillet 2020 pour sa mise en vigueur. L'adoption de la monnaie unique se fera de manière graduée. En clair, elle commencerait par les pays qui atteindraient les critères de convergence, notamment ceux qui amèneraient le déficit à 3% du PIB. L'UEMOA est à 4% aujourd'hui. Objectif pour les États membres, descendre à 3% d'ici la fin de l'année pour que l'ECO puisse entrer en vigueur l'an prochain. La monnaie unique conservera son taux fixe par rapport à l'euro, des assurances du président ivoirien Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le taux de change de l'euro par rapport au franc CFA est de 655 francs. Si les chefs d'État décidaient l'année prochaine de changer le franc CFA en ECO, ce taux ne changerait pas dans l'immédiat, précise le chef de l'État ivoirien. Un pari risqué pour nombre d'analystes, un symbole politique fort pour d'autres. Petite précision, l'idée d'une monnaie unique fait son petit bonhomme de chemin depuis 1983. Et il est improbable pour les 15 pays membres de la CEDEAO de disposer d'une monnaie unique pour l'échéance 2020. Pour cause, plusieurs étapes pas encore franchies jusqu'ici. Pas d'instruction en charge de la gestion de la monnaie. Nombreux sont les pays qui ne respectent pas les critères de convergence pour une monnaie unique africaine. Toutefois, cette monnaie de la CEDEAO, appelée ECO, peut contribuer à la facilitation du commerce pour réduire justement les coûts de transaction. Entre autres, c'est un reportage de Mohamed Samb et Ababakar Kamara. Prévu pour entrer en vigueur en 2020, ECO, la monnaie unique des pays membres de la CEDEAO, présente des incertitudes pour sa faisabilité dès l'année prochaine, même si l'échéance 2020 a été confirmée lors du 55e sommet de l'organisation. J'avoue que pour l'horizon 2020, ça me paraît trop proche pour véritablement effectuer tout le travail nécessaire pour la mise en place d'une monnaie unique. Parce que déjà, initialement, c'était prévu pour 2025, dans le schéma du traité de la CIA, la Communauté économique africaine, du traité d'Abuja de 1991. Les obstacles semblent être nombreux. Tous les pays africains ne pourront pas respecter les critères de convergence pour que l'ECO entre en vigueur en 2020. Si au niveau de l'UEMOA, on a un taux d'inflation de 0,8%, inférieur à 1%. Aujourd'hui, au Nigeria, tout comme au Ghana, on est entre 11% et 12%. C'est la même chose pour ce qui concerne les déficits budgétaires. C'est la même chose pour ce qui concerne les réserves de change. Tout cela devrait être harmonisé pour véritablement éviter un choc brutal. D'autant plus que le Nigeria, géant de la région, c'est déjà 160 millions d'habitants. C'est le seul pays producteur de pétrole. Mais cette monnaie unique de la CEDEAO peut beaucoup apporter aux économies de l'espace CEDEAO. Ça dépasse l'intégration sous-régionale au niveau de l'UEMOA. Parce qu'on aura donc un espace regroupant donc 15 pays avec un géant comme le Nigeria, des pays comme le Ghana. Donc c'est véritablement renforcer l'intégration au niveau régional. Avec 300 millions de consommateurs, 15 pays, et bien sûr, si on arrive véritablement à mettre en place cette monnaie-là, mais ça va régler tous les problèmes posés par le franc CFA.
Le CFA va devenir éco, mais il est d'ores et déjà improbable que cette monnaie soit en circulation pour l'échéance 2020. ECO risque de semer une discorde entre les pays CFA et les autres pays de la CEDEAO ayant leur souveraineté monétaire. Merci Mohamed. L'Association pour la sauvegarde et la sécurité du transit et des acteurs déplore la surfacturation notée sur le dédouanement des conteneurs. Selon les membres étrangers, imposent des prix non conformes. Ils réclament aussi des aires de transit bien aménagées pour la sécurité des marchandises et cela va permettre de gagner du temps. Suivons Daoud Dembassi, porte-parole du jour avec Pape Faranying. De ce fait, à partir d'ici la fin du mois de juillet, aucun conteneur ne sera plus visité dans ces aires de visite privées. Nous demandons le patronat et tous les acteurs économiques de nous accompagner dans ce combat. Nous déplorons la facturation abusive des concessionnaires étrangers. Le port de Dakar, qui était leader en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui occupe la 5e place derrière le port de Lomé et cela est dû à une surfacturation à tous les niveaux très élevés avec des droits de fiscalité de porte extrêmement élevés. Fait que la douane nous oriente vers des aires de visite privées telles que Holding Gate, telles que Intracom et cela entraîne non seulement des surcoûts injustifiables pour les opérateurs économiques mais également une perte de temps énorme allant de 5 à 6 jours d'attente et qui impacte sur la franchise, ce qui est contradictoire avec le Doing Business et le Fast Track lancé par le président Macky Sall pour le PSE. Les Lions ont été allègrement accueillis à Dakar. Alors comment comprendre l'attitude du public qui a célébré l'équipe malgré la déconvenue? Cette balade de l'aéroport au Palais est-elle un exutoire pour une jeunesse frappée par l'oisiveté? Qu'est-ce que ça dit de notre mental de compétiteur? Nous avons donné la parole à un sociologue. C'est un reportage de Aïssatou Paye et Gervais Yao. Qu'est-ce qu'un supporter? Quelqu'un aussi qui est avec son équipe jusqu'au bout, en restant très critique, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier sifflet de l'arbitre, ils y ont cru. Ils ont supporté de toute leur force, hardis que ces supporters, et comme récompense, ils sont allés accueillir les Lions et les ont accompagnés tout au long de leur parcours. Retenir une chose, c'est une leçon d'éthique sportive. C'est une leçon pour dire, oui, ce que vous avez fait, capitalisez là-dessus pour repartir et demain, ce sera plus radieux. C'est-à-dire, c'est un peuple, le peuple sénégalais, c'est un peuple qui n'a pas cet esprit compétitif, dont moralement qui s'affaisse très vite. Et maintenant, je pense, avec ce qui s'est passé samedi, une nouvelle jeunesse patriotique est arrivée. Élan de patriotisme, élan de leadership, afin de transcender les Lions du Sénégal. Que s'ils n'avaient pas reçu, s'ils n'avaient pas fait cet accueil triomphal, on pouvait mettre une croix sur cette génération parce qu'elle serait abattue moralement et pour se relever, ça peut prendre très longtemps. Et je pense que ce n'est pas pour rien que de 2002 à 2019, c'est la seconde finale dans notre histoire. 2021, plus que 2 ans, nouvelle année, nouvelle perspective, nouvelle chance peut-être. Continuons. Et justement, un des supporters s'est illustré durant cette CAN, identifiable de par son chapeau, plus qu'original. Paco a été élu fan of the match Sénégal-Kenya, qui se cache derrière cette tunique de 12e Gaïndé. C'est un sujet de Djarietou Fall et Thierno Laurent Mendy. Voici Paco,
le plus célèbre des supporters sénégalais durant la CAN. Aliou Ngom, de son vrai nom, attirait l'attention des médias internationaux à chaque match de l'équipe nationale grâce à ses vidéos prises depuis le gradin, mais aussi son accoutrement. Cet agent du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis a débuté avec l'équipe de basketball de l'UGB, un tremplin qui lui a permis d'intégrer facilement le 12e Gaindé. Moi, je supportais le basket. J'ai préparé une pancarte. Là, j'ai mis des photos de Mohamed Diop et de Morfaï et Cheikh Sarr. Je supportais mes joueurs. Et quand je suis arrivé au stade Marius Ndiaye, là, j'ai vu qu'il n'y a que le 12e Gaindé qui supporte ici. Bon, moi aussi, je suis parti. J'ai commencé à supporter. Le président Issa Laye Diop m'appelle pour me dire, est-ce que tu peux, le pancarte là, tu peux déposer ça et moi je te donne un t-shirt vert, jaune, rouge et après tu supportes parce que tous les joueurs qui sont dedans, c'est des Sénégalais. Paco garde beaucoup de souvenirs de Caire 2019. La CAF lui a décerné un trophée de Fan of the Match lors de la rencontre Sénégal-Kenya. Vous savez, le 12e Gaindé a accusé un retard. Le premier match et le deuxième match, il n'y était pas, mais après, quand on est venu, le premier match qu'on a supporté, c'est moi et Nabou Semben, la présidente des femmes du 12e Gaindé. On nous a sacré meilleur supporter de ce match. Ce supporter, pas comme les autres, n'a pas l'intention d'arrêter. La seule mission qu'il s'est assignée, accompagner l'équipe nationale dans toutes ses conquêtes, même s'il a difficilement vécu la finale de la CAN perdue par le Sénégal face à l'Algérie. Sénégal, Merci beaucoup, Diarieto. Et nous retournons justement à l'université, retrouver Ibrahima Kane. Ibrahima, est-ce que le calme est revenu et où se trouve Sadio Mané? Nous l'avons perdu, nous allons le retrouver dans un instant. Ibrahima Kane. En attendant, c'est avec le cœur meurtri que les supporters de Teungueth FC ont accueilli le forfait de leur équipe à sa participation à la Coupe CAF. Selon Alioune Badara Ndiaye, journaliste sportif du journal Le Quotidien, cela ne constitue qu'une manœuvre pour des dirigeants de la vieille ville. En d'autres termes, c'est un appel du pied. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Je pense que c'est bien qu'ils l'ont fait savoir à travers leur page Facebook, mais c'est une nouvelle provisoire. Moi, je pense que c'est surtout une stratégie pour alerter l'opinion et les décideurs pour qu'ils puissent appuyer l'équipe. Mais je ne pense pas que l'équipe ne va pas participer. Le cas échéant, ce serait vraiment terrible pour le football rufisquois et le football sénégalais de manière générale. Parce que participer à une compétition africaine, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. Si Teungueth FC, à travers sa victoire à la finale de la Coupe du Sénégal, puisse intégrer ce quota assez restreint des clubs et que malheureusement, par défaut de moyens, ils ne participent pas. C'est une alerte grave pour le football sénégalais de manière générale. On a vu qu'aujourd'hui, l'équipe première, l'équipe A des Lions, est allée à la Coupe du Monde. On a perdu parce que l'objectif c'était de gagner. On n'a pas gagné, mais malgré cela, ils ont eu à avoir des primes conséquentes. Donc, c'est une manière de dire que ce n'est pas simplement au sommet. Il faut vraiment, au niveau de la fédération, au niveau du ministère, essayer d'appuyer le football local. C'est la seule manière de faire germer de manière durable et efficiente notre football. Voilà, Ibrahima Kane est en ligne. Bonsoir Ibrahima. Est-ce que le calme est revenu du côté de l'université? Est-ce que Sadio Mané va bien? Le calme est un tout petit peu revenu. Chérif Diop, Sadio Mané, il va bien. Nous l'avons rencontré, nous avons même pu enregistrer une interview avec lui. Il va bien présentement. Il est toujours dans le bureau du directeur général du COUD avec qui il discute présentement. Mais notez que la foule est toujours dehors. Mais les gens commencent un tout petit peu à se disperser. Mais il y a quand même une foule toujours devant la direction du COUD pour voir l'international sénégalais Sadio Mané. Ils sont là, ils refusent de partir. Ils disent qu'ils vont attendre la sortie de Sadio Mané pour l'accompagner dehors, pour l'accompagner dehors. Oui. Sadio Mané, pour rappel, il est là, il est toujours là. Nous avons pu nous entretenir avec lui. Oui. Il a évoqué la finale perdue. Ibrahima, également. Ibrahima, Je vous entends mal, Chérif. Est-ce que vous me recevez?
Oui, là, voilà, je disais, est-ce que la sécurité, il y a plus de sécurité maintenant? Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. Voilà, et c'est là où le bas blesse, Chérif. C'est là où le bas blesse, puisqu'il y a une foule énorme qui était là, mais j'avoue que les agents de sécurité étaient déficitaires par rapport à la foule qui était là pour venir voir Sadio Mané. Sur ce plan, quand même, le coude a été un tout petit peu négligent, puisque il devait se rendre compte que si Sadio Mané doit venir à l'université Cheikh Anta Diop, inéluctablement, une foule énorme à les suivre. Merci beaucoup Ibrahima qui suivait tout cela pour nous avec Fatima Touré du côté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'était un immense plaisir de vous la présenter. On se retrouve demain pour le JT de 20h. Restez en compagnie des programmes de la TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.